La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Hier sind die Küken schon gefüllt. Ein Küken hat einen Eizahn, mit dem er die Schale aufschürft, weil zum Becken hat es zu wenig Platz. Und der fällt dann nach dem ersten, zweiten Tag ab. Das ist da oben der Wortsatz. Der Einkäufer und der Konsument hat keine Ahnung mehr, wie was funktioniert und wie was gemacht wird. Und wir arbeiten mit lebender Ware, die mal schlupfen müssen, die dann aufgestogen werden müssen und dann einmal geschlachtet werden müssen, wo in diesem Produktionszyklus von insgesamt 8 Wochen einfach immer wieder was passieren kann und das gibt es kein Verständnis mehr dafür. Weltfremder werden die Leute und brutaler und härter und wenn ich das jetzt so will, dann muss das so sein. Wieso das so ist? Weil es keine Leute mehr gibt, die oben sitzen, die sich von unten nach oben gearbeitet haben. Nichts gegen Universitätsabgänger, sondern die sind
Leute, die sind Schule gegangen, haben studiert und sind dann da, kommen raus aus der Uni, der hat Magister so und der Doktor so und haben eigentlich mit der Basis überhaupt keine Beziehung und sehen eigentlich die Landwirtschaft so wie die meisten. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais dire quelques mots sur la société de consommation et l'aliénation des individus qui y vivent. Depuis l'avènement de la révolution industrielle dans cette Europe du XVIIIe siècle, on peut dire que les milieux financiers ont appris à influencer la sphère politique. La naissance de ces puissants cartels qui regroupent en leur sein la fusion d'une multitude d'entreprises ont formé au fil des ans ces grands groupes industriels. Ils se sont développés grâce à l'argent des banques et ensemble ils formeront ce que nous appelons de puissantes oligarchies qui domineront progressivement toute la sphère économique de nos nations. Pour s'imposer économiquement parlant sur son voisin, chacun des gouvernements européens se mettra à légiférer des lois qui seront destinées à libéraliser encore plus le marché économique, afin de permettre à leurs industriels d'être plus compétitifs devant la concurrence. Les oligarchies qui composent les banquiers et les grands groupes industriels commenceront à brasser des sommes d'argent assez incroyables et assez conséquentes. Avec cette puissance financière, ils achèteront progressivement la complaisance des gouvernements qui se mettront à voter des lois qui iront dans le sens qu'ils souhaitent, c'est-à-dire celui du libéralisme économique. On va inventer les sociétés anonymes, on va légiférer sur le droit des actionnaires, on va créer les bourses où toutes les entreprises vont venir spéculer sur leurs actions. Nos oligarchies se fabriqueront un monde économique sur mesure, où la spéculation permettra aux uns d'engranger des sommes d'argent de plus en plus impressionnantes, surtout de plus en plus importantes. La spéculation boursière permettra entre autres à nos oligarchies de fabriquer une richesse virtuelle qui fluctuera selon l'offre et la demande. Les actions des entreprises pourront aussi bien prendre de la valeur qu'en perdre. Les Hollandais seront les premiers à utiliser la bourse dès le XVIIe siècle pour financer des entreprises. La première entreprise à émettre des actions et des obligations sera la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui sera introduite en bourse en 1602. Et c'est en 1688 qu'on commencera à coter les actions et obligations à la bourse de Londres. Oui, c'est ce que je dis, les oligarchies fabriquent une société économique sur mesure, puisque on a commencé à coter les actions sur leur influence. En 1774, à la Bourse de Paris, qui avait été créée bien entendu en 1724, 50 ans plus tôt, le cours des valeurs boursières, lui, se fera à la criée afin d'améliorer la transparence des opérations. Bon, la criée, vous avez compris, c'est que c'est les agents qui crient pour annoncer la valeur de l'action. Au XIXe siècle, la révolution industrielle permettra le développement rapide des marchés boursiers, surtout pour financer l'industrie et les transports. Précisons tout de même que le marché permettait aux entreprises de se financer. Je parle du marché boursier. Et surtout d'investir directement en contact avec l'offre et la demande. Ainsi, en intégrant le monde boursier, les entreprises pouvaient accéder à des ressources financières supplémentaires. Qui pour certaines entreprises allait leur donner une puissance phénoménale par la suite. On peut donc dire que la mise en place de ces bourses financières avait permis aux différentes entreprises de s'agrandir en favorisant le développement de projets de plus en plus imposants. Projets qui bien entendu ne pouvaient être financés que par un seul individu. Donc la bourse va contribuer à financer beaucoup de projets qui seront lancés à partir du 19e et 20e siècle. D'ailleurs, un essor sera donné aux bourses avec la révolution industrielle, ça j'en ai déjà parlé, et le besoin de financer entre autres les grands réseaux ferrés. Nous savons depuis des années, les employés des entreprises, des petites jusqu'aux multinationales, dès qu'elles sont introduites en bourse, ne sont plus que des variables d'ajustement selon les intérêts des spéculateurs de tout ordre. De tous ordres. Par exemple, Peugeot, qui supprimait environ 5000 postes de travail d'un côté, investissait de l'autre côté au Brésil et en Chine. Oui, oui. On ferme d'un côté pour ouvrir d'autres entreprises dans des pays où la main-d'œuvre ne coûte pas cher.
Aucune réaction de l'opinion, hein, mis à part les réactions plus ou moins violentes des personnes directement concernées. Le peuple, lui, ne bouge plus, hein. Il est complètement lobotomisé, hein, par notre société du spectacle, hein, du divertissement, hein. Bah oui. Lorsque vous diffusez régulièrement, quotidiennement des émissions débiles, logiquement, le peuple ne va pas réfléchir, hein. Il ne pensera même pas à se révolter, hein, puisqu'on on l'a mis dans une sorte de système de société où il croit vivre dans le bonheur. Bah, aujourd'hui, nos médias flattent en longueur de journée ce système économique ultralibéral qui nous oriente vers une mondialisation tout aussi désastreuse, hein. Bah, le 15 septembre 2016, le politologue français Thomas Guénolé a publié un livre dans lequel il dénonçait cette vision angélique de la mondialisation. Bah, intitulé La mondialisation malheureuse, hein, Thomas Guénolé disait avoir écrit ce livre pour dénoncer ce mensonge qui consiste à nous faire croire que la mondialisation est un bon système économique alors qu'il serait injuste, inhumain et écologiquement destructeur. Pour Thomas Guénolé, la mondialisation malheureuse serait en fait un programme politique ultralibéral, hein, dont le but final est le pillage des ressources humaines, hein, et matérielles de notre planète par une infime minorité de l'humanité représentée par nos oligarchies. Bah, le règne, c'est le règne d'un petit nombre sur l'ensemble de l'humanité, hein. Les 62 plus grands oligarques de la Terre détiendraient à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire à 3,5 milliards d'individus, hein. Pour Thomas Guénolé, le programme économique de cette mondialisation malheureuse consiste à vendre à la découpe nos biens collectifs, hein, et nos services publics, hein, à abaisser les protections sociales des populations et à battre tout obstacle aux activités prédatrices des multinationales, en général et des banques en particulier, hein. C'est ce qui avait été imposé aux pays d'Amérique du Sud, hein, sous la conduite du Fonds monétaire international, hein, le FMI, hein, dans les années 90. Hein. C'est aussi ce qui avait été imposé à la Grèce par le Fonds monétaire international et à l'Union européenne, hein, dans les années 2010. Hein. Et c'est ce qui est en train d'être imposé de plus en plus de pays d'Europe, hein, les uns après les autres, hein. Qu'il s'agisse de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la France et de certains pays de l'Est, hein. Bah, le résultat de cette politique ultralibérale est, si l'on s'en tient à l'essentiel, l'enrichissement spectaculaire des oligarques, hein, la dégradation de nos services publics, hein, l'affaiblissement de nos États, hein, l'aggravation des inégalités nord-sud et l'aggravation des inégalités dans les pays riches. Bah, vous allez me poser cette question, pourquoi les peuples soumis à toutes ces agressions économiques ne se révoltent pas? Bah, la société de consommation donne l'impression à tous les individus de profiter pleinement de cet apport d'objets matériels. Bah, une sorte de jouissance matérielle qui lui procure un plaisir, hein. Autre raison, nos sociétés matérialistes flattent l'ego de la personne et favorisent son individualisme, ce qui le coupe de la communauté. Quand on pense à son seul intérêt, on ne développe pas un esprit communautaire et encore moins un esprit critique, hein. Quant aux jeunes, la société de consommation les a plongés dans un monde virtuel, hein, qui, stimulant le déchargement d'endorphines dans leur cerveau, les maintient dans une addiction perpétuelle. Smartphone, tablette numérique, MP3, concert de musique, boîte de nuit, tous ces jeunes pensent vivre pleinement dans un certain confort matériel, hein, mais bon, qui finit par les aliéner complètement. Cette illusion de profiter de la vie leur ôte tout esprit critique de la société, hein. Ils en sont tellement hypnotisés, hein, qu'ils rejetteront toute personne qui voudra les retirer de ce monde virtuel. Car une telle personne leur coupera automatiquement les doses d'endorphines qui se déchargent régulièrement et quotidiennement dans leur cerveau, hein. Quant à l'utilisation excessive du smartphone par ces jeunes, ils nous orientent progressivement vers une société ou un monde où l'égoïsme régnera en maître. Tous ces parents qui offrent un smartphone à leurs enfants pour mieux les surveiller ne font que leur offrir l'instrument qui les pervertira encore plus, hein, et les rendra encore un peu plus égoïstes, hein. Comme là, vous voyez, j'ai illustré cette vidéo par une image où vous voyez toutes ces personnes en regardant leur smartphone, hein. Vous voyez que ça, comment dire, le smartphone individualise les gens. C'est-à-dire vous restez concentré sur votre smartphone, mais vous ne parlez pas avec votre voisin. Ça, c'est un petit exemple qui vous explique pourquoi les gens ne se révoltent plus dans ces sociétés. Parce que à travers les médias et la télévision, on leur offre une image de liberté continuelle, perpétuelle, hein, alors qu'en réalité, ce sont des exploités qui deviennent des aliénés du capitalisme. Et lorsque vous voyez tous ces jeunes avec leur smartphone, vous comprenez pourquoi les gens ne se révoltent plus, parce qu'on leur donne un semblant de confort.
une illusion virtuelle qui leur fait croire qu'ils vivent dans le bonheur dans ces sociétés dites capitalistes. Alors qu'en réalité, vous voyez, avec les progrès, vous devenez de plus en plus individualiste. Hein. Et comme ça a été dit dans la vidéo, dans le petit extrait que vous avez écouté, l'éducation nationale n'arrange pas les choses, hein, puisqu'elle formate des jeunes sans les pousser, du moins sans leur apprendre l'esprit critique. On les formate, on les conditionne, on leur apprend un métier, hein. On leur fait comprendre que voilà, grâce à ce métier, ils pourront s'enrichir. Donc voilà, on flatte l'ego et surtout l'égoïsme de la personnalité. Hein. Je vais prendre quelques petits exemples. Vous prenez l'exemple du médecin. Bah, vous avez le jeune, il va faire des études pour devenir médecin, mais bon, le problème c'est que bon voilà, il va devenir médecin et il va ouvrir son cabinet. Et ensuite, il va se mettre à soigner ses patients. Donc voilà, il va gagner de l'argent, il va s'enrichir, il va acheter sa maison, son yacht, sa petite villa. Mais comme vous voyez, on l'a formé pour qu'il apprenne ce métier. Ça l'a un peu individualisé, donc il a appris son métier de médecin. Mais bon, le problème, c'est que comme vous voyez, il aura tendance à se renfermer sur lui-même en gardant ses petites richesses. Ça, c'est qu'un exemple, hein, parce que dans l'éducation, en fonction des métiers, vous comprendrez que vous avez beaucoup d'autres métiers où l'éducation nationale, c'est-à-dire ne forme pas des communautés. L'éducation nationale va vous former des gens, du moins, va surtout stimuler l'individualisme des gens. Oui, on va leur permettre d'acquérir un métier, ils se lanceront dans ce métier, mais bon, on va pas leur apprendre à critiquer le système économique dans lequel ils vivent. Hein. Oui, parce que surtout quand on sait que l'éducation nationale, c'est un peu le reflet de nos oligarchies régnantes, hein, ne l'oubliez pas surtout. Bon, quant à la laïcité qui a été intégrée dans les établissements scolaires, bah ça, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, c'est l'œuvre des francs-maçons. Hein. Parce qu'on pense que c'est, ça a été voté par des députés ordinaires, non. C'est des loges francs-maçonnes hein, qui demandent à leurs députés qui sont installés dans les assemblées, hein, parce que là je parle de la France, mais dans les autres pays c'est la même chose, hein, de déposer une loi sur certaines choses comme la laïcité. C'était une loi qui avait demandé, qui a été préparée dans les loges franc-maçonnes, hein, et par l'intermédiaire des députés, elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Bah, c'est étrange parce que ça ressemble un peu à l'Union économique européenne. Comme vous vous souvenez, j'avais dit dans une précédente vidéo que les grandes multinationales avaient des députés à qui ils donnaient des amendements, hein, des sortes de petites lois, et ces députés allaient au Parlement européen. Vous savez, c'est les députés qui sont censés représenter les peuples. Hein. Oui, c'est pour vous dire l'arnaque légalisée. Et ces mêmes députés qui sont censés représenter le peuple, en réalité, représentent aussi, du moins travaillent pour une multinationale. Et ces mêmes députés vont déposer une loi qui servira les intérêts de cette multinationale. En général, ces lois, ce sont des lois type la loi sur le travail d'El Khomri. Hein. Ce sont des lois ultra libérales. Hein. Ne vous faites pas trop d'illusions quand des multinationales veulent faire des lois. C'est pour avoir beaucoup plus de souplesse dans la marchandisation hein, des produits. Hein, et surtout avoir moins de contraintes des États. Donc on passe par l'Union européenne pour s'aborder le pouvoir des États. Bon, vous voyez que cette société dite capitaliste dont les médias nous flattent, passent leur temps à nous flatter les vertus, c'est un système économique qui finalement nous aliène complètement. Hein. Et là, je vous ai dit pour quelle raison les peuples ne se révoltent pas, parce qu'on vous a mis dans une, comment dire, on vous fait miroiter l'idée selon laquelle vous vivez dans une société libre, où vous pouvez acquérir tout ce que vous voulez, vous pouvez critiquer ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, déjà pour les critiques, vous ne pouvez pas critiquer ce que vous voulez, parce que comme vous l'avez remarqué, lorsque M. Macron a sorti, du moins Macron, son Premier ministre nous a parlé de réduire la vitesse dans les autoroutes, pardon, les nationales,
descendre la vitesse de 90 à 80 km/h, comme vous voyez, on n'a pas invité des gens pour dénoncer cet état de fait. Pourquoi M. Macron veut réduire la vitesse dans les nationales? Ben, c'est pour une raison fort simple, hein. Ça va lui permettre de sanctionner encore beaucoup de monde, hein, parce que beaucoup de gens vont continuer à rouler à 90 et lorsqu'on va les sanctionner, on va leur mettre une amende et un petit retrait de points. Et cet argent, bah, c'est encore de l'argent qu'on va récupérer indirectement, puisque comme M. Macron ne veut pas imposer un nouvel impôt, ben, il va essayer de puiser l'argent indirectement de cette manière. Parce que ça, c'est qu'un début, hein. Ils sont en train de faire des petites études pour essayer de voir comment ils pourront encore racketter encore plus le peuple. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.